Et là, nous devions tous, on a commencé par la capitale. Vous voulez parler de Kanyabayonga, c'est ça? Oui. Nous devions tous être solidaires, être conscients de cela. Si Goma tombe, qui vous prouve que Bukavu ne le sera pas? Nous sommes entourés comment? Et la solution, d'après vous, c'est quoi, patriarche? Parce que non, ça fait 30 ans. Attendez, c'est ce point. Allez-y. Ça, c'est ce qui se passe au nord du Sud Kivu et à Nuturi. À Brazzaville, à Congo-Brazzaville, nous avons des Rwandais à qui on a confié des terres, des hectares. Or, entre nous là-bas, on a Jean Bonialive. Nous avons des pirogues dans la ville. Les Rwandais sont là-bas, les Tutsis sont là-bas, reconnus officiellement par notre voisin qui est notre frère. Moi, je viens de l'Équateur. Je suis de l'Équateur. Nous avons une grande frontière avec le Congo, avec Centrafrique. Mais officiellement, les militaires rwandais combattent là-bas au Rwanda. Quand vous allez à Zongo, le long de Lubangui, mais ce sont eux. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre dans ces plateaux spéciaux consacrés à l'indépendance de la République démocratique du Congo. 64 ans après, nous recevons pour vous un des pionniers, un des témoins privilégiés de l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Il s'agit justement de Jonas Munkamba Kadiata Nzemba, 93 ans, révolu, homme politique, ancien gouverneur de l'Équateur de 1980 à 1983, ancien PDG de la minière de Bakwanga, Miba. Il a assumé plusieurs fonctions dans ce pays. Il a été même diplomate. C'est lui donc à qui revient la fondation, si vous voulez. C'est lui donc le père fondateur du football club Sa Majesté Sanga Balende. Il a été diplomate, je l'ai dit tout à l'heure, et tout récemment, il a été élu sénateur dans la province de l'Équateur, plus précisément en Mbandaka. Lui qui est de l'espace Grand Kassai, il va nous expliquer comment cela est arrivé. Jonas Munkamba, merci de nous recevoir, monsieur le patriarche, ici chez vous, à la maison. Comment vous sentez-vous? Très bien, à merveille. Très bien, à merveille. Dites-nous, le 30 juin 1960, vous étiez où exactement? Cette date vous a trouvé où? Et dites-nous ce qui s'est passé exactement le 30 juin. Ce jour-là, j'étais à Bruxelles, où j'habitais depuis 2 ans, comme étudiant à l'Université catholique de Louvain. J'ai assisté à toutes les péripéties qu'ils ont amenées à ce 30 juin. J'ai fêté au rythme de l'indépendance cha-cha-cha le Calais, les grands Calais. Donc, j'étais à Bruxelles. Vous étiez à Bruxelles déjà le 4 janvier 1959. Il y a eu des émeutes à Kinshasa. Vous vous rappelez les matchs, parmi les éléments déclencheurs de l'indépendance de la République démocratique du Congo, il y a eu ces matchs, ces fameux matchs entre Mikado et V-Club, ainsi que les meetings qui étaient organisés à Limca. Et beaucoup de Belges ont été chassés, ou d'autres ont préféré fuir le pays à cause des troubles qu'il y avait eu à l'époque à Kinshasa. Et vous qui étiez en Belgique, comment vous avez vécu cela? À cette époque, le Congo était considéré de toutes les colonies connues comme un paradis terrestre. Un pays où régnait la paix et le calme, où la soumission des populations congolaises était totale aux colonisateurs. Il s'est fait que, comme vous l'avez dit, il y avait 2 équipes qui jouaient. C'était Mikado et V-Club, comme vous l'avez dit. Ça coïncidait avec un grand match de football au stade Roi-Baudouin, débaptisé aujourd'hui. Comment il s'appelle? Tata Raphaël. Tata Raphaël. Et à l'époque, il n'y avait pas de politique comme aujourd'hui.
les activités les plus importantes du pays sur le plan social, c'était le football. Et à savoir qu'en 1957, le Ghana était devenu indépendant. Kwame Nkrumah, le président du Ghana, avait organisé une conférence internationale où les Nehru, toutes les autorités politiques du tiers-monde devaient assister. On avait invité 3 Congolais à assister à cette conférence internationale à caractère politique. Le Congo a délégué 3 personnes, Patrice Lumumba, Gaston Diomi et Joseph Ngalula. Revenu au pays, Ngalula a expliqué à la population ce qui s'était passé à Accra, en Chiluba. Diomi a expliqué en français, ou plutôt en Kikongo. Le monde s'est expliqué, lui, à Lingala et à Swahili. Mais les gens voulaient voir Kasavubu, parce que de tous ces leaders-là, Kasavubu, président de l'ABACO, et en ce moment, le seul parti qui était très bien connu, qui a débuté comme un mouvement linguistique culturel, mais qui avait l'habitude de prendre des positions politiques. Les gens ont dit non, Kasavubu doit parler. Et Kinshasa n'était pas comme aujourd'hui les Paul-Ville, la majorité des gens étaient les Bakongo. Et Ngalula, Lumumba et Diomi qui avait parlé n'étaient pas bien connus par la population de l'Épaule-Ville comme leader. C'est Kasavubu qu'on appelait Roi Kassa. On l'appelait plus Joseph Kasavubu, on l'appelait Roi Kassa. Roi Kassa pourquoi? Roi Kassa, roi. Kassa c'est Kasavubu. Ok, Roi Kassa. Ouais. Comme on peut dire Mouk, au lieu de Moukam ou Mouka, Kassa de Kasavubu. Il fallait que le roi Kassa parle. Effectivement, ils ont demandé l'autorisation, comme il se devait, qui a été accordée. Mais le jour J, la veille, ils ont reçu une mocande qui disait que le meeting n'était pas autorisé. Et les meetings n'étaient pas autorisés à la place Imka, c'est ça? C'était à la place Imka, n'était pas autorisé. Le comité de la BACO était formé, quelques personnes, il n'y avait pas eu un communiqué général. Ce qui fait que les gens sont rendus nombreux à la place Imka. On attendait Kasavubu, a dit non, Kasavubu est empêché, il ne peut pas venir. Non, non, s'il ne vient pas, tout va péter ici. Forcé, vous voyez, l'argent de Kasavubu n'est pas loin de Imka. C'était la commune d'Indal qu'on a débaptisé Kasavubu. Ça fait que Kasavubu est venu, il a commencé à parler. Ça coïncide avec 20 clubs qui venaient d'être battus. Et les Veclébiens ne pouvaient pas supporter la défaite devant une petite équipe de Mikado. Ils sont venus, ils ont trouvé d'abord. Pendant que ça vous parlait, on l'a interrompu pour dire non, il faut cesser de ne pas parler. Alors, les gens qui écoutaient les meetings de Kasavubu fâchés, ceux qui sortaient du stade en masse fâchés, ça fait une boule de neige. C'est comme ça qu'il y a eu des événements. Et ça crée beaucoup de troubles à ces jours-là. Alors vous voyez le quartier Foncabel, qu'on appelle Kimbangu. De là, à la place Imika, c'est tout près. Les Portugais, les seuls blancs, c'était les Portugais qui habitaient là-bas. Comme vous avez la plaie blanche, ce sont des blancs, on a commencé les troubles là-bas. On les a pillés, on les a chassés, les gens sont descendus. À l'époque, entre les jardins zoologiques et les jardins botaniques, il y avait une démarcation. Les Noirs, après 18 heures, ne pouvaient pas passer là-bas.
Donc, donc il y avait un quartier des Blancs et un autre quartier pour les Noirs, c'est ça? Le premier quartier qui a avoisiné le quartier des Noirs, c'est ce que vous appelez aujourd'hui avenue du commerce. C'était avenue Charles de Gaulle à l'époque. Eh bien, ils se sont rendus là-bas. Donc il y avait un vacarme tel. On a dû arrêter Kassaboubou et quelques leaders aux emprisonnés. Voilà ce qu'on appelle le 4 janvier. Mais le 4 janvier, vous étiez en Belgique, en Belgique, alors étudiant à l'université de Louvain. Mais comme je suis en partant en Europe, j'étais dans le comité de Dering, secrétaire général adjoint, je suivais le mouvement de sport. Et comme je n'étais pas boursier, des nouvelles de football d'Europe, de Belgique, Standard de Liège. J'ai envoyé aux journalistes ici et m'a envoyé le comité. Donc, vous étiez bien informé. Alors, les Blancs qui ont fui Kinshasa, Léopoldville à l'époque, les Belges qui sont rentrés chez eux, quand ils vous trouvaient en Belgique, comment vous vivez ces moments, ces instants avec des Belges que vous côtoyez dans les métros, dans des trains, dans des bus de transport? Non seulement ça, à l'université catholique de Louvain, Liège et l'ULB, parce que nous avions une association d'étudiants noirs en Belgique. Nous avions créé un comité qui devait aller accueillir ces gens-là. Dans ce comité, nous étions 4 noirs, à peu près une vingtaine de blancs. Eh bien, 2 fois à l'aéroport, on a craché sur nous. Qu'est-ce que vous faites ici, des nègres? Vous nous avez importunés là-bas. Finalement, 3-4 jours après, on nous a demandé, nous les noirs, de ne plus venir dans cette action là-bas. Mais évidemment, quand vous les croisez dans les métros ou dans les rues, on vous insultait. On a dû supporter tout ça. Et vous avez dû supporter pour arriver jusqu'à terminer vos études, c'est ça? Ah oui, personne n'a fui, nous sommes restés malgré tout, parce qu'on devait terminer les études. Parce que moi, je devais terminer en 61. J'étais la dernière année, ils ne vont pas couper. Nous tous, nous avons continué. Patriarche Jonas Mukamba Kadiata Nzemba, dans l'histoire que nous avons étudiée, nous, qui sommes des générations après l'indépendance, dans l'histoire, nous avons étudié que la paternité de l'hymne national, le père de l'hymne national, les Dibou congolais, c'est le père Boka. Mais on vous cite aussi être parmi les, entre guillemets, si c'était en musique, on le dit, parmi les paroliers, parmi les rédacteurs de cet hymne national. Est-ce que vous le confirmez? Le père Boka, c'est l'auteur de l'hymne national. Nous n'étions pas très nombreux en Belgique. Boka est de la région de l'Info Guidinga qui s'entoure. Et parmi nous, Jean-Marie Nguesse, notre collègue à l'université, était de la région. Et par lui, Bolé Albert et moi, nous étions en contact avec le père Boka. C'est ainsi que nous avons été interrogés par lui, nous avons un peu participé aux paroles de l'hymne national. Donc c'est vous trois qui avez écrit l'hymne national et vous avez proposé les textes au père Boka. Et lui, on a discuté les paroles ensemble. Mais lui, comme musicien, il a pris ce qu'il pouvait mettre, ce qu'il a laissé. Alors, c'est lui qui a fait la musique. C'était un bon musicien. Mais nous avons participé aux paroles. Mais on ne parle pas beaucoup de vous hein, dans la rédaction des textes de l'hymne national. C'est vrai, c'est le père Boka qui est mis plus en avant. Vous voyez, prenons les partis politiques, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Asie, même chez nous ici. Quand on parle par exemple de parti Balubakat qui a assisté là-bas, par des Sendo qui était président. Puisque moi j'étais là-bas, et j'ai aidé ces gens là-bas, je sais que c'est Kahamba, Joseph qui était le secrétaire général. Mais tout le monde parle de Kalonji. Il y avait un gars qui était avec lui. On a pu se parler de Kalonji. Vous allez chez Kamitatu, le PCA, on a parlé de Gizenga. Dans tout mouvement, on parle de la tête. Nous, les délégations qui sont venues, 34 délégations, étaient composées de leaders politiques, de quelques notables
et des chefs coutumiers. Nous, on a été des conseillers à la table ronde. Pas tous les étudiants, nous étions 8 qui étions des conseillers à la table ronde. Donc, on ne peut pas parler de nous. Mais heureusement, quand on devait former le gouvernement, le membre chef du gouvernement, il a dit les étudiants ont joué un rôle très important. Il faut qu'un d'eux ou deux représentent, soit représentés dans le gouvernement. C'est ainsi que Mangi André, de l'Université libre de Bruxelles, Joseph Mobutu, qui était à l'école sociale, ont été délégués par nous. Mangi est devenu vice-ministre. À l'époque, on appelait secrétaire d'État aux affaires étrangères. Et Mobutu était secrétaire d'État à la primature chez Lumumba. Donc, eux qui ont été à tableau ont reconnu le mérite. Preuve, les deux de nos collègues qui sont entrés au gouvernement. Patriarche Jonas Munkamba, parlez-nous un peu justement de, parce que vous avez commencé à l'évoquer, de la table ronde de Belgique. Quels étaient les enjeux de cette table ronde par rapport à l'indépendance de la RDC? Suite aux événements du 4 janvier dont nous venons de parler, les gens ont pris conscience. Mais cette conscience a commencé où? C'est à l'exposition universelle de Bruxelles. En 1958, il y a eu cet événement international, mondial à Bruxelles, qu'on a appelé l'exposition universelle de Bruxelles. Si vous allez à Laken, en Belgique, l'atomium de cette époque est toujours là-bas. Oui, l'atomium est toujours là et encore beaucoup plus amélioré, oui. Cet avion a été planté en 1958. Et là-bas, les Congolais qui croyaient que les Blancs ne pouvaient jamais avoir de boys, ne pouvaient pas avoir de domestiques dans les restaurants qui peuvent servir, balayer les rues, puisqu'à notre époque, un Blanc ici au Congo, que ce soit dans les villes, qui s'engagnaient à Libertéville, partout, les Blancs n'étaient pas des chauffeurs. Ça, c'était pour les Noirs. Pour servir dans les restaurants, c'était des Noirs. Dans les trains, pour balayer les rues, donc les cuisiniers, tout c'était là. Mais quand les Noirs sont arrivés nombreux là-bas, ils ont fait comme nous. Moi, arrivé à Louvain, à l'université, j'étais étonné de voir que les Blancs nettoyaient les rues, que les Blancs servaient, les Blancs étaient les chauffeurs. Donc, ça ouvre un peu l'esprit du tien, et aussi ils sont comme nous. Et puis maintenant, le monde entier, les contacts, on dit que les voyages de forme et de forme, ils ont eu un changement brutal et psychologique qui les a rendu un peu leur âme. Et vous avez compris que même un Blanc peut servir dans un restaurant, il peut balayer dans une rue, il peut travailler dans un train, faire des petits jobs comme on dit. On a compris que nous sommes les mêmes. Ils font ce que nous faisons là-bas, qui est considéré comme pour les inférieurs, comme les gens bêtes. Donc ils sont comme nous. Moi, ça m'a donné le courage de dire, mais tiens, à l'université, je dois faire tout. Et ce qui est heureux pour nous, notre génération, nous avions déjà terminé le centre universitaire Lovanium à Kisantu. Et nous sommes allés en Belgique. Nous avons commencé avec les gens qui venaient des collèges, des Athénées. Mais ils étaient vous aviez déjà un niveau supérieur parce que... Ils étaient étonnés de voir que nous étions toujours les premiers. Avec un homme comme Liao, qui est en droit, il a fait la grande distinction. Passé. Mais ils ont dit, mais tiens, ça sont les collègues à nous qui voyaient. Mais quand vous passez dans les rues, vous demandez, mais vous avez coupé votre cœur pour venir ici. Parce que beaucoup croyaient que les Noirs avaient des queues, étaient des singes. Il y avait qui avait le courage de dire, mais j'ai montré un peu la cicatrice. Elle était comme Liao qui s'est fâché. C'est comme si on a coupé la queue du singe. Oui, c'est de la Belgique. Liao, pour les insulter, il descendait sa culotte, il les insultait puisqu'il était brutal. Donc, à l'exposition, il y a eu plus de 150 Congolaises et Congolais avec leur famille. C'est une évolution. Mais ce qui a été l'effet culminant, le futur cardinal
Maloula était curé de Christ-Roi. Il a fait une grande conférence, il dit l'âme africaine noire. Et si vous fouillez dans les bibliothèques, il a fait une conférence avec ce titre-là, mais ça fait un boom. Il a dit entre autres, du côté ecclésiastique, missionnaires, protestants ou catholiques et surtout, les Noirs ont commencé à prendre des fonctions que faisaient les Blancs. Puisque tous les curés, qu'on appelait les pères supérieurs, ou les directeurs des écoles, il y a des Noirs qui sont déjà là-bas. Hein? Alors, pourquoi est-ce que vous, les laïcs, qu'est-ce que vous attendez? Faites comme Barbili Senabedi en 1955, professeur Barbili Senabedi, les plans de 30 ans. On va y revenir, patriarche Jonas Munkamba. Je voudrais justement rebondir par rapport à ces plans proposés par Van Bulsen. L'indépendance devait être accordée 30 ans plus tard qu'en 1960, parce qu'estimant que les Congolais n'étaient pas encore suffisamment prêts. Estimant que les Congolais n'étaient pas prêts à accéder à l'indépendance, parce qu'à l'époque, il y avait peu d'intellectuels. Et il y a d'autres même qui estiment que l'accession de la RDC à sa souveraineté nationale et internationale, c'est un fait du hasard, parce que tout est parti d'un match de football, les meetings refusés de Kasavubu à Limca, vous l'avez souligné, et c'est des émeutes qui ont commencé, et tout de suite l'indépendance. Est-ce que les Congolais étaient prêts à s'assumer, à prendre en main leur destin? Est-ce que, du point de vue de la Belgique, est-ce que les Belges étaient disposés à céder justement cette indépendance à la RDC? Moi, je crois qu'ils n'étaient pas disposés à nous libérer. Ce sont les circonstances des temps, des lieux qu'ils ont fait. Et quand j'ai réfléchi, après l'indépendance, après tous les événements que nous avons vécus, j'ai conclu que, ou bien, parce que je savais, moi j'ai des enfants, vous avez des enfants. Les enfants veulent faire vite, veulent aller vite. Ce sont les parents, les éducateurs qui disent non, attendez, ce n'est pas le temps. L'enfant voit son père conduire une voiture. Il veut aussi prendre de conduire. Vous dites non, 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 attendez, attendez. Et les Belges, comme éducateurs, comme colonisateur, nous prenons comme leur colonie, comme enfants, ils devaient résister. Les premiers pays noirs à être indépendants sous le Sahara, c'est le Ghana en 1957. Ils étaient préparés par les Britanniques. Sékou Touré, pour moi, était préparé. Un jour, comme étudiant catholique, nous sommes allés en pèlerinage à Lourdes. Arrivé à Paris, nous sommes allés visiter le Parlement français. Nous avons vu des Noirs là-bas. Pour nous, c'était des Noirs américains. On nous dit non, non, ce sont des Noirs de l'Afrique française. Et nous avons reconnu l'abbé Youlou qui était, parce qu'il était en soutane. Les études qu'il est venu, on parlait en lingala. Nous avons dit, mais les autres là. C'est pour ça que nous avons vu pour la première fois Sékou Touré, qui était au Parlement français, ou Fouette Boigny, Bouganda, la Centrafrique, et Aviso d'autonomie. Ils avaient déjà commencé à aller voir ce qui se passait au Parlement, et ainsi de suite. Il fallait que chez nous, on arrivait à peine à voir des bourgmestres. Je me rappelle, quand le chef Katombe était député national, Samuel Badibanga, sénateur. Badibanga, c'est le père de Samuel Badibanga qui a été Premier ministre. Moi, je lui ai dit, mais vous, les parlementaires, nous embêtez. Qui est ambassadeur? Nous ne sommes pas des ambassadeurs, nous. Les parlementaires. Moi, je suis député. L'autre dit, non, je suis sénateur. J'ai dit, mais oui, tout ça, c'est les parlementaires. À ce niveau-là. Donc, on nous a donné un cadeau empoisonné. Donc, l'indépendance, d'après vous, c'est un cadeau
empoisonné des Belges. Des Belges. Si pour les Ghanais, ils ont été préparés par les métropoles et d'autres pays. Les Français. Mais pour le Congo, les Belges n'ont pas préparé les Congolais à l'indépendance. Un cadeau empoisonné. Quand nous avons eu l'indépendance en 60, à la police, les plus gradés des Congolais étaient brigadiers. À l'armée, sergent-major. Et il y avait peu d'intellectuels, hein? Vous étiez toute une poignée. L'adjudant, c'est le tel qui commence, les officiers, sous-officiers, vous n'en avez pas. C'est comme ça que, en signant l'acte d'indépendance, on avait laissé Yansens, qui était commandant-chef de la force publique, voyant que nous n'avions personne. C'est pour ça que le premier gouvernement a dit, Yansens, vous restez pour commander l'armée nationale congolaise. Les Belges étaient toujours présents, mais derrière le Congolais, il y avait une sorte de néocolonialisme, c'est ça? Exact, exact. Et vous, à l'époque, à l'indépendance, vous aviez 30 ans ou 31 ans, vous étiez tout jeune. La plupart. Vous avez 31 ans, Lumumba 34 ans, et tous vos camarades... Ça vous un peu plus. Oui. Oui. Personne n'avait 40 ans. Mais la différence, c'est que les études secondaires et primaires des Belges étaient des niveaux très élevés. Tous ceux qui sont devenus ministres en général, je m'excuserai les termes, je ne jurie personne. Les ministres de l'époque de la fidélité est arrivée, pour moi, ils avaient la formation supérieure. Ceux qui ont conseillé l'indépendance. Mais c'était une minorité. La masse ne comprenait rien à l'indépendance. Et la grande erreur que nous avons faite aussi, du 20 janvier au 20 février, on a eu la table ronde politique qui a parlé de fixer l'indépendance le 30 juin. Quelques semaines après, on devait s'attaquer à la table ronde économique. Et les élections devaient avoir lieu au mois de mai. Tout le monde est rentré avec les victoires. Partout, que ce soit Kachamura au Kivu, le Lumumba qui Kisangani, Kasavubu à Kinshasa, Kalonji, dans l'espace Grand Kassai. Tout le monde, nous avons gagné, on a gagné. Nous sommes amusés, nous amusés. Mais on a négligé la table ronde économique. Donc, il y avait une sorte d'impréparation à tous les niveaux. Et nous étions en plein examen, nous. Ce sont quelques étudiants, 3-4 agents formés, ils sont venus. Donc, à ce moment, les personnes ont profité, ils ont pris les draps de leur côté. Doit-on dire avec vous que la RDC a accédé à l'indépendance sans avoir cette indépendance? Indépendance sans indépendance. On a eu l'indépendance théorique. Alors je disais, les Belges voulaient peut-être donner d'une main ce qu'ils devaient reprendre de l'autre. C'est ça l'impression qu'on a. Je vais vous pousser à un exercice. Je ne sais pas si c'est compliqué, mais je sais que vous êtes un fin politicien parce que vous avez occupé des plus hautes fonctions, de plus hautes charges politiques au pays. Vous avez été diplomate, vous avez été ministre, vous avez été tout dans ce pays. Vous n'avez rien à envier. Vous avez été manager aussi, PDG de la minière des Bakwanga à l'époque. On m'appelait PAD. PAD, voilà, PAD, merci. PAD de la minière de Bakwanga qui produisait les diamants qu'on allait vendre en Anvers. Je voudrais savoir si 64 ans après l'accession à l'indépendance par la RDC, est-ce que les pays de Lumumba, les pays de Kimpamvita, les pays de tous ces pionniers de l'indépendance qui ont payé les lourds tributs de la nature, qui ont payé de leur sang pour que ce pays accède à l'indépendance, je vais même dire ces pays de Jonas Munkambakadi Antenza, parce que vous avez consacré toute votre jeunesse pour que ces pays recouvrent son indépendance et sa liberté. Je voudrais savoir si, 64 ans après, la RDC a reculé, stagné, avancé. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement, d'après votre lecture de l'histoire? Je pourrais prendre des heures pour expliquer, mais je vais résumer.
l'acte de Berlin, 1885, a fait du Congo, bien que propriété de Léopold II, après colonie belge, c'était un coin où n'importe qui pouvait venir puiser. N'importe qui venait puiser. Les forces coloniales, occidentales ou orientales, personne ne pouvait empêcher. Mais nous, les dirigeants congolais, les intellectuels congolais, connaissant cela, nous devions prendre des mesures. Nous avons pris des mesures pour nous armer contre ce genre de choses. Aujourd'hui, tous les pays d'Afrique viennent puiser comme les Congolais se puisaient. Preuve, c'est le Rwanda. Quand on dit M23, il y a la guerre en Ituri, il y a la guerre, je sais pas, dans le Nord Kivu. C'est des schémas anciens qui continuent. À nous de nous unir, être solidaires, nous rendre compte de cette réalité-là. Donc vous voulez parler du plan de balkanisation qui n'a pas commencé aujourd'hui? Nous sommes balkanisés économiquement. Politiquement, nous disons non, nous ne voulons pas, mais économiquement, nous sommes balkanisés. Donc nous devons nous mettre ensemble, que ce soit opposition, que ce soit gouvernement, que ce soit le Nord, que ce soit le Sud. Aujourd'hui, il se passe des choses au Kivu, au Nord Kivu, à Ituri. Quand vous regardez les communs de mortels à Kinshasa, à Matadi, à Mbujimaï, presque partout, c'est comme si rien ne s'est passé là-bas. Personne ne s'intéresse à la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Une des localités importantes a été prise. Ils veulent ouvrir la route pour arriver à Goma. Et là, nous devions tous, on a commencé par la capitale. Vous voulez parler de Kanyabayonga, c'est ça? Oui. Nous devions tous être solidaires, être conscients de cela. Si Goma tombe, qui vous prouve que Bukavu ne le sera pas? Nous sommes entourés comment? Et la solution, d'après vous, c'est quoi, patriarche? Parce que ça fait 30 ans. Attendez, c'est ce point. Allez-y. Ça, c'est ce qui se passe au nord du Sud Kivu et à Ituri. À Brazzaville, à Congo-Brazzaville, nous avons des Rwandais à qui on a confié des terres, des hectares. Or, entre nous là-bas, on a jambe, on y arrive. Nous avons des pirogues, nous avons la ville. Hein? Les Rwandais sont là-bas, les Tutsis sont là-bas, reconnus officiellement par notre voisin qui est notre frère. Moi, je viens de l'Équateur. Je suis de l'Équateur. Nous avons une grande frontière avec le Congo, avec Centrafrique. Mais officiellement, les militaires rwandais combattent là-bas au Rwanda. Hein? Quand vous allez à Zongo, le long de Lubangui, mais ce sont eux. Donc, nous voyons ce qu'ils font. Nos récits de Kivu et Ituri. Mais en cachette, ils ont des actions. Hein, par le voisinage de Centrafrique et ainsi de suite. Et qu'est-ce que nous faisons? C'est un plan. Les multinationales vivent de cela. Et les gouvernements occidentaux, soi-disant dans la logique de la démocratie, laissent faire. Ça les profite. Les grandes puissances, l'économie. Donc, chacun prend de son côté. Il est prêt ça très librement. Et nous sommes en train de sommeiller. Mais je vous dis, aujourd'hui nous parlons. J'ai connu du temps de Mobutu quelques banques qui étaient congolaises. Beaucoup avait une banque. Ça n'existe plus aujourd'hui. Allez, toutes les banques qui sont chez nous sont étrangères.
Et puis ce ne sont pas seulement des Blancs. Les Nigérians ont acheté des banques ici. Les Kenyans, les Camerounais, ils ont des banques. Et vous voulez dire que l'économie congolaise... Nous n'avons aucune banque congolaise. Je suis dans un projet cimenterie. Les Blancs qui ont les mêmes projets, les Kenyans ou les autres, quand ils ont besoin de crédits, les banques leur donnent. Ils leur donnent des crédits. Et moi qui peux me donner des crédits, quand je parle de moi, c'est un exemple. Quel est le Congolais qui peut monter une entreprise industrielle qui a de l'argent? Ils vont aller dans les banques. Ils vont des crédits, on leur donne. Et nous, n'avons aucune banque. Donc il faut promouvoir la création de banques à 100% capitaux congolais. Le président pour aider les Congolais, justement, les banques d'investissement. Félix a dit il faut que les millionnaires congolais. C'est un mot d'ordre autour desquels nous devons réfléchir. Créons des millionnaires congolais. Aujourd'hui, des millionnaires sont tous étrangers. Pas de chez le marché, pas seulement les Blancs comme avant, les Noirs, les Africains comme nous. C'est une honte. Patriarche, en tant qu'acteur politique majeur en République démocratique du Congo face aux enjeux politiques justement de l'heure en RDC, comment vous entrevoyez l'avenir de ce pays? Vous avez été témoin privilégié des différents régimes qui se sont succédés. Vous avez été autant des Kasavubu, autant des Mobutu, autant des Kabila père, Kabila fils. Maintenant, c'est l'actuel président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment vous entrevoyez l'avenir de la République démocratique du Congo sur le plan politique? Est-ce que la classe politique a-t-elle changé ou bien c'est la même classe en termes de gens qui changent des camps, des tendances tout le temps? Il n'y a pas de constance politique justement. À mon point de vue, nous avons commencé, je crois beaucoup de dirigeants avaient des idées nationalistes. À commencer par Lumumba et les autres. Évidemment, c'était pendant la guerre froide. L'Occident et l'Orient. Les États-Unis et les blocs URSS. Les Occidentaux à la tête des États-Unis, les autres par la Russie. Et ils ont tué cet esprit nationaliste en faisant de nous leurs serviteurs fidèles. Et puis, à l'arrivée des musées, régime Afdel, aujourd'hui nous nous plaignons que le Rwanda fait ceci, M23, ainsi de suite. Mais moi, j'ai été arrêté par le musée, transféré à Goma. Pourquoi? Mais quand la fin de l'arrivée, tous les mobutistes fouillaient. Oui. Tous ceux qui avaient des fonctions officielles fouillaient. Vous en connaissez qui est resté? J'ai décidé de ne pas fouiller. Puisque j'ai assisté, comme étudiant, invité par Kalonji Mbujimayi, quand l'armée nationale est venue en 60 pour arrêter Kalonji, ils ont tué de la population. Ils ont tous saccagé. J'avais à peine 29 ans. J'ai vu ça. Mais tant Mbujimayi, où j'avais l'AMIBA que je devais protéger, la population, où nous avions une partie, la plus grande partie, était UDPS. Et les autres, je me suis dit, si les militaires de l'AFDEL, les combattants de l'AFDEL arrivent ici, en 60, qu'est-ce qui s'est passé? Les jeunesses kalongistes ont créé à l'armée. C'était impossible. Les forces étaient illégales. C'est comme ça qu'on a tué les gens. Ayant vu ça, j'ai dit, si moi je pars
comme les autres quittent, les militaires qui sont ici, avec la population, vont s'empoigner. Il y aura une casse terrible. L'outil de production MIBA, les magasins, nos femmes et enfants, les filles allaient être violées comme les femmes. Et j'ai dit, on m'a dit, moi, quand on peut partir, même on peut envoyer des gens, il faut quitter comme partout. J'ai dit, non, je reste. J'ai préféré être tué pour mes frères. D'ailleurs, quand Kabila est arrivé, puisque le quartier général était Goma, et la première question, il me dit, mais chez moi, je m'étonne. Tous les mobotistes, tous ceux qui sont en fonction officielle, fuient. Vous êtes les seuls que j'ai trouvés ici. Vous n'êtes plus l'enfant de l'ami de Mobutu. Je lui ai dit, je suis l'ami de Mobutu jusqu'à la mort. Eh bien, j'ai dit, je sauve chez moi. Mais quand j'ai réfléchi aujourd'hui, je crois que Dieu m'aime beaucoup. L'Amiba aujourd'hui est par terre. Si j'étais parti, moi j'avais un avion personnel Miba, j'avais des millions. J'étais dans les 7 millions de dollars. Et j'avais les diamants. Je ne serais pas parti bien vite. J'aurais pris quelque chose avant qu'un avion soit parti. Aujourd'hui, que Miba est par terre, un politicien qui est contre moi, il dit, mais comment voulez-vous que l'Amiba ne soit pas par terre? Mon grand est par terre avec tout ce qu'il y avait. Aujourd'hui, et ce qui n'est pas vrai. Cette interview, on l'aurait fait avec vous, je serais considéré comme un collaborateur. Donc vous êtes parmi les dirigeants de l'Amiba qui ont laissé l'Amiba avec de l'argent, 7 millions de dollars et des diamants. Oui, j'ai laissé. Et un avion. Comment vous interprétez cette récente cérémonie de remise des trophées de la Coupe du Congo aux vainqueurs, n'est-ce pas, de ces championnats nationaux qui a regroupé toutes les équipes au niveau du pays par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une grande première dans l'histoire du pays. Jamais un chef de l'État n'a remis une coupe d'une compétition prestigieuse nationale comme la Coupe du Congo. Et Fachi l'a fait. Et d'après vous, ça représente quoi? C'est quelle symbolique ça? C'est un symbole très important dont les connaisseurs peuvent comprendre la profondeur. Vous savez, le sport n'a pas de tribus, n'a pas de clans, n'a pas de frontières. C'est un élément très important d'union. Et quand ça se fait, à basse échelle, on ne va pas. Au niveau des autorités supérieures des nations. Eh bien, Félix Béton, comme on l'appelle. Fachi Béton. Fachi Béton. Il a compris. D'abord, il aime le football. L'homme qui aime le football, même s'il ne pratique pas, il supporte le football, qui s'y intéresse, peut gagner le cœur de n'importe qui. Parce que, prenons, nous avons Mazembe. Il y a des supporters. 20 clubs à les siens, des rings à les siens, Miami Union à les siens. Sangaba Lende aussi. Sangaba Lende à les siens. Quand ils se rencontrent l'un contre l'autre, ils ne s'aiment pas à ce moment-là. Mais quand nous jouons contre l'équipe nationale, c'est tous ces gens-là qui s'y intéressent. Il y a des héros aujourd'hui. Mais ça détend les esprits. Vous travaillez, vous avez des problèmes, tout ça. Mais vous devez mettre du football pour ceux qui le savent. Mais vous oubliez toutes ces choses-là. C'est tout ça qu'est l'union. Encouragé, vous êtes un doyen, vous êtes un patriarche. Vous avez recouru à la voie de la sagesse pour l'unité nationale. Et nous terminons cette émission par cette question, la main sur les cœurs, parce que je sens que vous êtes un homme intègre, un homme constant, et vous l'avez démontré.
tout au long de cet entretien. Ma question est celle de savoir que devient Jonas Mukamba Kadiata Nzemba après les bureaux provisoires du Sénat où vous n'avez pas siégé. Est-ce que vous avez des ambitions politiques ou bien vous vous arrêtez là? Mais je suis élu pour 5 ans. Hein? Le mandat ici jusqu'à 2028. J'ai un mandat qui ne m'est pas donné par mes parents. Nous sommes en train de chuter complètement, mais il y a quelque chose qui me revient, excusez-moi. Hein? 93 ans d'âge, vous n'avez pas de lunettes, vous êtes lucide, hein? Vous êtes en forme, lucide, et vous argumentez avec des idées très fortes. C'est quoi les secrets de votre bonne santé? Vous êtes en forme. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous mangez? Et nous sommes en train de terminer par là, complètement. C'est quoi les secrets? Vous êtes en forme, vraiment. Je mange bio. C'est que ma mère, j'ai mangé les bitebuteko de l'équipe chez ma mère. J'ai mangé les bidia, vous appelez le foufou, au Bokari. Les boukoula. Les boukoula. Et je mange ça. Je n'ai jamais fait de sieste dans ma vie. Au petit séminaire aux humanités, à l'Ovalium, on dormait à 21h. On devait à 5h du matin. Eh bien, je ne dors jamais à 21h. Je demande à ma femme, à mes enfants. Je dors après 23h. Je me réveille plus tard à 5h30 tous les jours. J'ai pris la fête, rentrer à 3h du matin, 5h30, je suis debout. Et très souvent, c'est un lit qui n'est pas tout près. Je suis catholique, je vais à la messe de 6h. Donc, deuxièmement, il faut pas, papa me disait, ne soyez jamais jaloux de quelqu'un. Quand vous avez un ami, un frère, un cousin, vous avez commencé, vous voyez qu'il a ce que vous n'avez pas. Vous voyez les jalousies de les fuir, fréquentez-les. Beaucoup mieux belle mais ici. Pour lui voler. L'intelligence, voilà. Donc, moi, c'est ça ma vie. Mais d'autres secrets, quand vous venez à nous deux, je vais vous dire ce que je ne peux pas dire en public. Merci. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cet entretien à bâton rompu avec l'honorable sénateur, les patriarches Jonas Mukamba Kadiata Nzemba. Vous avez un long parcours politique avant les indépendances, avant l'indépendance de la RDC, pendant l'indépendance, et aujourd'hui nous sommes encore avec lui et il nous a révélé beaucoup de choses, ce qui s'est passé dans l'histoire politique du pays. Merci, on peut se saluer devant la caméra. Merci beaucoup, patriarche. Mukamba, je corrige aussi, Mukamba Kadiata Nzemba, le PAD de l'AMIBA. Si on dit le PAD, gouverneur. Merci beaucoup. Moi, l'Équateur. Moi, l'Équateur. Ouais. Honorable sénateur. Ouais. Merci beaucoup.